Nous allons maintenant, dans ce chapitre, rentrer dans le vif du sujet technique de ce cours, avec les principes de base de fonctionnement de Git et ses utilisations basiques. Alors, commençons tout de suite. D'abord, une première slide qui vous présente rapidement le sommaire du contenu de ce chapitre. Je vous laisse ça pour chez vous. Alors, comment fonctionne un système de gestion de version? Eh bien, nous allons commencer par présenter un petit exemple de fonctionnement. Nous avons un projet de programmation en langage C sur lequel Alice travaille. Il va donc écrire du code et il va pouvoir créer des versions. Dans tout le reste de ce cours, les versions vont être représentées par un système d'arbres, donc de manière graphique. Chaque point dans cet arbre, chaque nœud dans cet arbre va représenter une nouvelle version. Là, vous avez donc une première version qui est représentée par un premier point. Lorsque Alice va retravailler sur son projet et peut-être rajouter des fichiers, eh bien, il va par la suite pouvoir créer une nouvelle version de son projet qui est une évolution de la version précédente. Cela va donc être représenté graphiquement par un arbre dans lequel un nouveau point est rajouté pour représenter une nouvelle version, et une flèche entre le point précédent et le nouveau point me permet d'indiquer que cette nouvelle version elle a été créée de par une évolution, des modifications, des ajouts, des suppressions faites à la version précédente qui se trouve de l'autre côté de la flèche. Et donc de cette manière-là, on peut représenter l'évolution d'un projet. Ces versions qui sont créées, eh bien, Alice va avoir la possibilité de les envoyer vers un serveur. Et donc, elle va envoyer une copie complète de son projet. Comme vous pouvez le voir côté serveur, j'ai recopié aussi bien les fichiers, qui sont des copies de fichiers qu'avait Alice de son côté, mais j'ai également recopié l'arbre de l'historique des versions de mon projet, qui est donc envoyé vers le serveur. Bob, qui veut également participer à ce projet de programmation, va avoir la possibilité de récupérer une copie complète de ce projet et de son historique. Et donc Bob va récupérer une copie des fichiers, mais également, puisque j'ai à nouveau représenté l'arbre chez Bob, eh bien il va également pouvoir récupérer une copie de l'historique des versions de ce projet. Bob va également pouvoir travailler de son côté sur son projet, créer des nouvelles versions, qui vont également se mettre dans l'arbre des versions, les envoyer vers le serveur, afin qu'ils puissent être récupérés par Alice pour collaborer sur le projet. Eh bien, ces différentes étapes de création de versions, d'envoi vers le serveur et de récupération des données depuis le serveur, eh bien, ce sont les trois opérations fondamentales dans l'utilisation de Git. Et ce sont les opérations que l'on va détailler techniquement dans les slides qui suivent. Alors, afin de présenter le fonctionnement de Git, il faut présenter son fonctionnement interne. Et pour cela, nous avons besoin de définir un certain nombre d'espaces. Alors, la notion d'espace est une notion un petit peu abstraite. Je vais essayer de la présenter de la manière la plus claire possible, mais vous allez voir que chaque espace contient des informations sur la gestion des versions de votre projet, et ces informations permettent, en travaillant dans les différents espaces que l'on va introduire, il y en aura 4, les informations des différents espaces vont permettre d'organiser efficacement et de partager efficacement les versions d'un projet sur lequel un ou plusieurs développeurs vont travailler. Et donc on commence tout de suite par le premier de ces 4 espaces. Le premier de ces 4 espaces qui va s'appeler le workspace, l'espace de travail. Alors, l'espace de travail, de quoi s'agit-il? C'est le plus simple des 4 espaces, puisqu'il s'agit tout simplement de la copie privée que l'un des développeurs va avoir du projet. Il s'agit donc d'une copie des fichiers de ce projet qui se trouve sur son disque dur. D'un point de vue utilisateur, ce workspace est simplement un dossier sur le disque dur de votre machine, et les fichiers qui s'y trouvent sont des fichiers tout à fait normaux, c'est-à-dire si vous êtes en train de travailler sur un projet de langage C, vous avez des fichiers H et des fichiers C sur votre disque dur, et vous pouvez utiliser ces fichiers, vous pouvez y accéder, y les modifier avec tous les outils que vous avez l'habitude d'utiliser, votre environnement de développement habituel, un éditeur de texte, et naviguer dans les dossiers qui représentent ce projet avec le navigateur de fichiers de votre système d'exploitation. Donc le workspace, c'est tout simplement la copie courante du projet sur laquelle vous travaillez, et
à laquelle vous accédez comme n'importe quel autre dossier sur votre ordinateur. Le fait que ce workspace soit un projet Git n'a aucune importance. Alors, la deuxième chose à savoir sur le workspace, c'est que les fichiers qui se trouvent dans ce workspace, eh bien, ces fichiers vont être, à la base, correspondre à une version particulière de l'arbre de version dont on a parlé sur la slide précédente. Les fichiers que vous avez sur votre disque dur vont être basés sur une version que l'on appelle la version head, la tête de l'arbre de version auquel vous vous référez. Et donc, si vous n'avez pas fait de modification sur votre disque dur, les fichiers sont exactement dans l'état dans lequel ils sont dans la version head. Mais si vous commencez à faire des modifications à vos fichiers, eh bien, vous avez des fichiers qui sont basés sur la version head de l'arbre de version, et qui contiennent en plus des modifications courantes qui n'existent que dans votre espace de travail. Ces modifications qui n'existent que dans votre espace de travail, eh bien, je les représente ici en rouge. Vous avez donc en bleu les fichiers tels qu'ils existaient dans la version head de votre arbre de version, et vous avez de représenter en rouge des modifications que vous avez faites sur votre disque dur, aux fichiers qui se trouvent donc dans votre dossier qui correspond à votre workspace. Ces modifications ne sont pour l'instant pas versionnées, c'est-à-dire vous n'avez pas acté la création d'une nouvelle version qui intègre ces modifications. On parle donc de modifications non versionnées qui n'existent que au sein de votre workspace sur le disque dur de votre ordinateur. Le workspace, eh bien, dans la documentation de Git, on peut également le trouver sous deux autres noms, le nom Worktree et le nom Working Tree. Dans la documentation de Git, malheureusement, il y a ces trois différents noms qui vont cohabiter et qui sont totalement interchangeables. Alors, pour chaque workspace, nous allons voir eh bien, les commandes que l'on va pouvoir utiliser pour manipuler ce workspace, pour manipuler cet espace virtuel. Le workspace, eh bien, il n'a quasiment aucune commande pour le manipuler. Quand je parle de commandes, je parle eh bien, de commandes qui vont pouvoir se taper dans un terminal ou une console et qui vont permettre eh bien, d'appeler les différentes fonctionnalités de Git. Pour utiliser le workspace, eh bien, comme je l'ai dit sur la slide précédente, vous allez pouvoir manipuler les fichiers du workspace, les créer, les modifier, les supprimer avec tous vos outils habituels. Donc, c'est vraiment un fichier, un dossier de votre disque dur, tout ce qu'il y a de plus standard. La seule commande que l'on va voir qui permet de manipuler les fichiers du workspace, c'est la commande git clean avec un certain nombre d'options qui peuvent être passées en paramètres de cette commande. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous ouvrez un terminal, vous faites cd pour aller dans le dossier Git qui vous intéresse, dans le dossier de votre projet qui vous intéresse, vous tapez la commande git clean, et qu'est-ce que cela va faire? Eh bien cela va enlever du workspace, donc cela va enlever de votre disque dur, tous les fichiers qui ne faisaient pas partie de la version head sur laquelle votre workspace est basé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a une illustration en bas de la slide. Vous avez ici un certain nombre de fichiers en bleu, ce qui indique que ces fichiers existaient dans la version head de votre projet, et des fichiers complètement en rouge, ce qui signifie que ces fichiers ont été créés et n'existaient pas dans la précédente version. Les fichiers qui sont en bleu ont quelques parties du fichier qui sont en rouge, cela signifie que les fichiers ont été modifiés depuis, ne correspondent plus parfaitement à leur état dans la version head. La commande git clean, eh bien, elle va avoir pour effet de supprimer tous les fichiers qui ne faisaient pas strictement partie de la version head qui existait auparavant. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration, les parties rouges des fichiers bleus, c'est-à-dire les parties qui ont été modifiées dans des fichiers qui existaient déjà dans la version précédente, eh bien, ces parties rouges ne sont pas impactées. Alors, maintenant qu'on a introduit le premier espace, nous allons passer au second. Ce second espace s'appelle le Local Repository. Le Local Repository, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une copie privée complète de la totalité de l'historique de votre projet. D'accord? Dans ma représentation graphique, en bas de la slide, vous pouvez voir que ce local repository, je vais l'afficher comme contenant l'arbre des versions. Et donc, ça veut dire qu'il contient effectivement l'historique de toutes les versions qui ont été créées dans mon projet.
Alors concrètement, ce local repository, comment il est stocké sur votre ordinateur? Eh bien en réalité, il est stocké dans un dossier caché qui s'appelle .git et qui se trouve à la racine de votre workspace. Donc si vous allez dans votre workspace, vous allez voir afficher les dossiers cachés, vous allez trouver un dossier caché .git et à l'intérieur de ce dossier, il se trouve plein de choses qui sont dans des formats qui sont assez peu lisibles et qui permettent de stocker l'historique complet de votre projet. Les versions sont stockées de manière incrémentale et compacte. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien cela veut dire que lorsque vous allez créer une nouvelle version dans votre projet il va peut-être comporter 1000 fichiers, mais lorsque vous allez créer une nouvelle version, peut-être qu'il n'y aura que un ou deux fichiers qui seront modifiés. Eh bien, l'idée du local repository, c'est quand vous créez une nouvelle version, de ne pas copier la totalité des fichiers, mais simplement d'enregistrer les modifications qui ont été faites par rapport à la version précédente. De cette manière-là, au lieu de stocker à chaque nouvelle version l'ensemble des 1000 fichiers, eh bien, on va stocker à chaque nouvelle version uniquement les modifications qui ont été faites depuis la version précédente. Et cela va permettre de stocker l'historique complet d'un projet de manière beaucoup plus compacte. Alors, les commandes Git qui vont nous permettre de manipuler ce local repository. Eh bien, il y en a deux qui sont données dans ce cours. La première, c'est la commande git init. La commande git init, elle s'effectue dans un dossier et elle va permettre d'initialiser un nouveau local repository dans ce dossier. Donc vous allez dans un dossier, cd le nom de mon dossier, ensuite vous tapez git init, et cela va en réalité créer le dossier caché .gitinit dans ce dossier, et cela va permettre d'initialiser toute l'infrastructure nécessaire pour commencer à créer des versions. Attention, quand je fais git init, il n'y a pas de version qui est créée. D'accord? Cela met juste en place un local repository avec un arbre de version qui pour l'instant est vide. On verra dans les slides qui suivent comment on va pouvoir le remplir. Ensuite, il y a la commande git config. La commande git config, elle va permettre, comme son nom l'indique, de configurer des informations dans ce local repository. Par exemple, en tapant git config-user.name, eh bien, vous allez pouvoir enregistrer dans le local repository le nom de l'utilisateur qui va travailler sur ce local repository et sur le workspace associé. De cette manière-là, à chaque fois qu'une nouvelle version va être créée dans ce local repository, à partir des modifications qui seront faites dans le workspace, eh bien, automatiquement, le nom d'utilisateur que vous avez enregistré sera associé à cette nouvelle version, et on saura que c'est cet utilisateur qui a créé cette version. Il existe plein d'autres configurations que l'on peut faire, vous en verrez certaines en TP. Une option que l'on peut passer en paramètre à cette commande git init, c'est l'option ---- global. Donc par exemple, si je fais git config-global user.name égale Carole, si c'est moi le développeur, eh bien, cela va permettre que cette option ne soit plus uniquement pour ce local repository, puisqu'il peut y avoir plusieurs local repositories sur ma machine, mais du coup, avec le ---- global, cette configuration s'appliquera automatiquement à l'ensemble des local repositories que j'aurai sur mon ordinateur. Alors, on va voir maintenant un troisième espace. Ce troisième espace, qui s'appelle l'index, est en général le plus compliqué à comprendre, puisque c'est l'espace qui est le moins concret de tous. Un espace, je rappelle, ça contient des informations relatives à la gestion de votre projet. On a déjà vu le workspace qui contient les fichiers et qui est véritablement l'espace de travail du développeur. Le local repository qui, lui, contient l'historique complet des versions. Et bien, l'index, c'est un espace qui va aller s'insérer au milieu des deux précédents. C'est un espace donc virtuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas véritablement d'existence concrète sur votre disque dur, et cet espace virtuel, à quoi il sert? Eh bien, il va servir à préparer la création de nouvelles versions. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, lorsque vous codez dans votre workspace, donc quand vous codez sur votre disque dur, vous faites des modifications à vos fichiers. Lorsque vous allez vouloir créer une nouvelle version, cela va se faire en deux temps. Dans un premier temps, vous allez enregistrer dans l'index les modifications de fichiers que vous avez fait sur votre workspace, les modifications que vous voulez
acter que vous voulez faire perdurer dans la prochaine version. D'accord? Vous allez donc sélectionner des fichiers ou des modifications qui ont été faites dans les fichiers. Vous allez les enregistrer dans l'index. On va dire, le vocabulaire va dire que vous allez faire un stage, vous allez faire une mise en scène de ces modifications. Vous allez donc enregistrer les modifications de fichiers du workspace dans l'index pour que ces modifications, eh bien, soient intégrées dans la prochaine version qui sera créée. Une fois que cela est fait, une fois que vous êtes satisfait de toutes les modifications que vous avez enregistrées dans l'index, eh bien vous allez pouvoir faire ce qui s'appelle un commit. Le commit va permettre d'acter la création d'une nouvelle version à partir des données qui ont été enregistrées dans l'index. Et donc ce qui va se passer, c'est que cela va permettre de créer une nouvelle version dans le local repository qui intégrera toutes les modifications qui avaient été au préalable enregistrées dans l'index. Une fois qu'on a fait un commit, l'index se vide et le nouveau commit qui a été créé devient la nouvelle head du repository. On va y revenir plus tard. Donc, je le répète, c'est l'index, à quoi ça sert? Eh bien, c'est un espace intermédiaire dans lequel on va pouvoir sélectionner des modifications que l'on a fait dans le workspace. Et une fois qu'on est satisfait de l'ensemble des modifications qui ont été sélectionnées, on va pouvoir utiliser ces modifications sélectionnées, donc les modifications de l'index, pour acter la création d'une nouvelle version. Alors, à quoi ressemblent les commandes qui nous permettent de manipuler l'index et le workspace? Les commandes qui nous permettent de manipuler l'index et le workspace, la première, c'est git add. Git add, à quoi ça sert? Eh bien, ça permet de sélectionner des fichiers qui se trouvent dans le workspace et qui ont été modifiés ou qui ont été créés depuis la dernière version head. Et en faisant git add, eh bien, je vais enregistrer l'ensemble des modifications de ces fichiers dans l'index. La deuxième commande, c'est git rm. Git rm, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va supprimer un fichier du workspace, c'est-à-dire qu'il va supprimer un fichier de votre disque dur, et il va également enregistrer dans l'index le fait que ce fichier doit être supprimé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si ce fichier, du coup, existait dans la version précédente de votre projet, quand vous allez créer une nouvelle version, eh bien, le fait d'avoir fait un git rm va acter dans la nouvelle version le fait que ce fichier doit disparaître. Il ne doit plus exister dans cette nouvelle version que vous avez créée et dans toutes les versions futures. D'accord? Si vous avez supprimé un fichier de votre workspace sans utiliser la commande git rm, c'est-à-dire vous avez utilisé votre navigateur de fichiers, vous avez sélectionné le fichier dans votre système d'exploitation et vous avez fait supr pour envoyer le fichier à la corbeille. Quand vous faites cela, le fichier est supprimé de votre workspace, mais il n'est absolument pas enregistré dans l'index le fait que ce fichier doit être supprimé. D'accord? Ça veut dire que là, vous avez supprimé le fichier de votre espace de travail, mais si vous créez une nouvelle version à partir du contenu de l'index, eh bien cette nouvelle version n'enregistrera pas le fait que le fichier doit être supprimé. Pour enregistrer cela, il faut obligatoirement faire git rm. Vous pourrez tester tout cela dans les séances de TP. Git move, eh bien, c'est très similaire à git rm. Cela permet de déplacer un fichier ou de le renommer. On va faire git mv, le nom du fichier que l'on souhaite déplacer et le nouveau nom que l'on souhaite lui donner, ou la nouvelle localisation de ce fichier. Et cela va permettre de déplacer un fichier dans le workspace, c'est-à-dire que sur votre disque dur, le fichier va changer de nom ou changer de dossier. Et cela va également permettre d'enregistrer dans l'index le fait que l'on souhaite faire changer de nom ce fichier ou le déplacer. Ce qui veut dire que lorsque l'on va créer une nouvelle version à partir des informations contenues dans l'index, eh bien cela va permettre d'acter le changement de nom ou le changement de localisation de ce fichier dans les futures versions. Git diff, c'est une commande qui permet d'afficher dans la console toutes les modifications qui ont été faites dans les fichiers qui existaient déjà dans la version head, d'accord? Et uniquement ces fichiers-là, les fichiers qui n'existaient pas dans la précédente version head ne sont pas impactés par la commande diff. Et donc pour tous ces fichiers qui existaient dans la version head et qui ont été modifiés dans le workspace, c'est-à-dire que vous avez changé leur contenu dans votre disque dur par rapport à leur contenu dans la version head, eh bien la commande git-gif va pouvoir permettre de lister dans la console l'ensemble des modifications qui ont été faites à ces fichiers-là. Encore une fois, c'est une commande que vous utiliserez en TP.
Enfin, la commande git reset, cette commande git reset, eh bien, elle permet de supprimer de l'index l'ensemble des modifications qui y avaient été enregistrées. C'est-à-dire tout ce que vous aviez pu enregistrer dans l'index avec les commandes git add, git rm et git mv, eh bien, en faisant un git reset, tout ça c'est vidé de l'index. Le workspace, l'espace de travail, n'est pas impacté par la commande git reset. La commande git reset, on la reverra un peu plus tard, elle permet de faire d'autres choses quand on lui passe d'autres options. Alors ça, c'était les commandes qui permettent de git add, donc git move, git remove, git diff et git reset, ce sont des commandes qui permettaient d'aller jouer avec le workspace et l'index. Maintenant, on va voir des commandes qui vont permettre de faire interagir l'index et le local repository. La première commande, et sûrement la plus importante, c'est la commande git commit. La commande git commit, à quoi elle sert? Eh bien, elle permet d'utiliser toutes les informations qui ont été enregistrées dans l'index, et à partir de ces informations, eh bien, d'acter la création d'une nouvelle version. D'accord? Une nouvelle version, lorsqu'elle est créée, doit obligatoirement être associée à un message. Un message, c'est un texte qui va permettre de décrire eh bien, à quoi sert cette nouvelle version. Les modifications finalement qui ont été faites dans cette nouvelle version, à quoi elles correspondent. Dans un projet de programmation, par exemple, ça peut être eh bien, cette nouvelle version corrige un bug, ou cette nouvelle version eh bien, permet de créer une nouvelle feature dans le programme. Ce message, il y a deux manières de le passer. La première manière, est celle que je vous demande d'utiliser en TP, enfin celle que je vous conseille d'utiliser en TP, c'est git commit -m et, entre guillemets, le message que vous voulez associer à la nouvelle version que vous créez. D'accord? Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer quand vous faites ça? Eh bien, la nouvelle version est créée, le message que vous avez passé en paramètre, en option de la commande, est enregistré, est associé à cette version, et cette nouvelle version, elle est donc créée dans le local repository, et elle devient immédiatement la nouvelle head sur laquelle votre workspace se base. Il y a une deuxième façon d'associer un message à un nouveau commit, c'est tout simplement de taper la commande git commit sans option supplémentaire, et là automatiquement ce qui va se passer, c'est qu'un éditeur de texte dans la console va s'ouvrir. Alors, la plupart du temps, l'éditeur de texte qui va s'ouvrir, c'est soit VI, soit Nano. De manière générale, ce sont des outils que des étudiants de votre niveau ne savent pas très bien utiliser, et c'est pour ça que je vous invite très fortement à ne pas oublier d'associer le message directement à la commande git en faisant git commit-m message durant les TP. Si vous ne faites pas ça, eh bien, vous allez avoir un éditeur de texte en ligne de commande qui va s'appeler, et vous allez probablement appeler les enseignants qui vous supervisent pour vous aider à vous débloquer. Alors, quelques informations à propos des commits. Comme je vous l'ai dit dans les slides du premier chapitre, une fonctionnalité très importante des systèmes de gestion de version, c'est d'avoir la possibilité d'identifier de manière unique chaque version qui est créée. Et donc, dans Git, à chaque fois que l'on crée une version, à chaque fois que l'on crée un commit, eh bien, automatiquement, il va y avoir un identifiant unique qui va être créé. Cet identifiant unique, il s'appelle le SHA-1, S-H-A-1, SHA-1, et il s'agit d'un nombre qui est composé de 40 digits hexadécimaux. Vous en avez un exemple présenté sur la slide. Alors, comment ce nombre est-il obtenu? Eh bien, ce nombre, il est obtenu à partir de ce qu'on appelle une fonction de hash. Une fonction de hash, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une fonction qui va prendre en paramètre des octets. Et donc, en l'occurrence, là, qu'est-ce qu'on va lui donner à cette fonction? On va lui donner l'ensemble des modifications qui ont été actées dans la nouvelle version, l'ensemble des choses qui se trouvaient dans l'index. On va lui donner le nom de l'utilisateur qui est associé au local repository, la date et l'heure à laquelle ont été créées cette nouvelle version. Et donc on lui donne tout ça sous forme d'octets, et automatiquement, cette fonction, elle va prendre tous ces octets et créer en résultat, produire en résultat, un nombre avec 40 digits hexadécimaux. L'intérêt principal de cette checksum, de cette fonction, eh bien, c'est qu'elle est extrêmement sensible. Et la moindre modification dans ce qu'on lui passe en paramètres va provoquer une modification quasi totale et quasi aléatoire de la signature du nombre qu'elle va produire.
Effectivement, si par exemple vous faites le même commit avec exactement le même nom d'utilisateur, la même heure, le même ordinateur, les mêmes fichiers et juste vous le faites à 1 seconde d'écart sur votre ordinateur, eh bien la signature que vous allez obtenir 1 seconde plus tôt et 1 seconde plus tard, eh bien va être une signature en apparence totalement différente, avec 40 digits en apparence totalement différents. Et donc c'est très sensible, c'est très aléatoire, c'est pseudo-aléatoire en réalité, et ça va permettre d'avoir une signature unique pour chaque nouvelle version qui est créée. Alors, la question qu'on va pouvoir se poser, et comme j'aime les statistiques, on va se la poser dans ce cours, c'est à quel point est-ce que cette signature que l'on va créer, ce nombre de 40 digits hexadécimaux, à quel point est-il unique? Déjà, il y a 2,160 possibilités différentes, soit 1,45 fois 10 puissance 48 signatures différentes, ce qui est un nombre assez énorme. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le risque que l'on peut avoir dans un projet d'avoir deux versions différentes qui se retrouvent avec exactement la même signature? Eh bien, on va prendre un petit exemple pour illustrer ce risque-là. Imaginons qu'on travaille sur un gros projet, un projet sur lequel vous avez 1000 développeurs qui font chacun 10 commits par jour. C'est assez énorme, ça faudrait dire que c'est un très gros projet et que chaque développeur est très productif tous les jours. Eh bien, en imaginant ces chiffres-là, eh bien, vous auriez statistiquement une probabilité de 50% d'avoir une collision. Une collision, c'est-à-dire que vous avez deux signatures qui sont strictement identiques, donc deux signatures de 40 digits qui sont parfaitement égales. Eh bien, vous avez une probabilité de 50% d'avoir une collision en 4 fois 10 puissance 17 années. D'accord? Pour information, l'univers est actuellement âgé de 13,8 fois 10 puissance 9 années. Autant vous dire que la probabilité dans un projet d'avoir deux versions différentes qui se retrouvent avec la même signature, cette probabilité, en réalité, elle est quasiment nulle. Même si ça arrivait, eh bien, l'outil est prévu pour, et il y aurait un système qui se déclenche, qui permet automatiquement eh bien, de faire en sorte que, finalement, la plus vieille des deux versions disparaîtrait plus ou moins. Mais en tout cas, ça ne ferait pas cracher l'ensemble de l'outil. Alors, en réalité, utiliser ces 40 caractères hexadécimaux à chaque fois qu'on va avoir besoin d'aller chercher une version, d'aller chercher une vieille version, eh bien, ça va être un peu compliqué. On n'a pas très envie d'avoir à copier comme ça 40 caractères hexadécimaux. C'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser à la place ce qu'on va appeler le short SHA-1. Le short SHA-1, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement lorsqu'on a la signature complète d'un commit, avec ses 40 digits hexadécimaux, eh bien, on va pouvoir utiliser que les 4, 5, 6 premiers caractères pour se référer à une version. En général, c'est suffisant. Effectivement, même dans des très très gros projets, eh bien, le nombre maximum de caractères en commun, de caractères hexadécimaux en commun entre deux commits, entre deux versions différents, reste très très faible. Si on prend le noyau Linux, qui est l'un des plus gros projets qui est versionné sous Git, c'est un projet qui compte environ 450 000 commits pour 3,6 millions de fichiers qui ont été gérés à un moment ou à un autre de ce projet. Eh bien, le nombre maximum de caractères en commun entre deux commits est seulement de 11. Donc on est très très loin des 40 digits disponibles. Ce SHA-1, à quoi il sert? Eh bien, comme je viens de vous le dire, il va vous servir à manipuler des versions. C'est-à-dire, à chaque fois que vous créez une version, vous allez avoir ce SHA-1 qui va s'afficher. Et si, lorsque vous avancez dans la gestion de votre projet, vous voulez récupérer à un moment une vieille version, ou revenir ramener votre projet dans l'état dans lequel il était précédemment, eh bien c'est via ces commits, via ces SHA-1, que vous allez pouvoir comme ça récupérer les vieilles versions et vous y référer. Alors, comment ça va fonctionner? Eh bien, il y a différents identifiants que l'on peut utiliser pour les commits. On a déjà vu les SHA-1 en version longue avec les 40 caractères ou en version courte avec 4, 5, 6 caractères. Mais il y a d'autres façons de faire. Tout d'abord, quand vous voulez vous référer à la head de votre local repository, eh bien, dans une commande Git, c'est-à-dire vous allez voir plus tard qu'il y a des commandes Git qui vont prendre en paramètre des identifiants de commit, des identifiants de version, eh bien vous allez taper git, le nom de votre commande, et head, par exemple, directement, pour vous référer à la head de votre local repository. Vous pouvez également taper git, le nom de votre commande, puis le SHA-1 de votre commit.
Il y a également des raccourcis qui permettent de remonter dans l'historique des versions. Par exemple, si vous faites head accent circonflexe ou head un identifiant de commit accent circonflexe ou tilde, eh bien cela va permettre de récupérer la version parente de l'identifiant que vous avez passé. Donc par exemple, si je fais git une commande head tilde, eh bien cela veut dire que je veux récupérer, je veux aller accéder d'une certaine manière à la version parente de la version head. Je peux également remonter un peu plus loin dans l'historique des versions en faisant accent circonflexe un nombre entier ou tilde un nombre entier, il y a des exemples en bas de la slide. Cela va me permettre d'aller récupérer la version parente de la version parente de la version parente n fois. Et donc de remonter comme ça dans l'historique des versions. Alors, on va voir tout de suite une commande qui permet d'utiliser ce mécanisme qui permet donc de remonter dans le temps. Cette commande, on l'a déjà vue, c'est la commande git reset. La commande git reset, en réalité, elle peut recevoir des options. Les premières options qu'elle va pouvoir recevoir, c'est une option hard, soft et mixed, dont on va détailler le fonctionnement après. Puis elle va recevoir un numéro de commit, donc soit head, soit un SHA-1 d'un commit de votre local repository. La commande git reset, qu'est-ce qu'elle va faire? La première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va, quand vous faites git reset un numéro de commit, elle va changer la position de la head de votre local repository pour amener cette head sur le numéro de commit que vous avez passé en paramètre. D'accord? Donc par exemple, si je fais git reset head accent circonflexe, ce qui va se passer, c'est que la head de mon local repository va être ramenée sur la version parente de la head, donc head accent circonflexe, et donc ça va devenir la nouvelle head de mon local repository. On va donner des exemples juste après. Donc git reset un numéro de commit, un identifiant de commit, ça me permet de ramener la head de mon local repository vers ce numéro de commit que j'ai donné en paramètre à ma commande git reset. Ensuite, il y a trois options, hard, soft et mixed, qui permettent d'aller interagir, d'aller impacter le workspace ou l'index avec la commande git reset. Alors, la première de ces options, c'est hard. Donc je vais taper git reset hard, un numéro de commit. Je précise que si vous ne mettez pas de numéro de commit, par défaut, il va supposer que vous avez écrit head. Donc si je mets git reset rien du tout, c'est comme si j'avais mis git reset head. Git reset-hard head, ça va donc changer la position de la head de mon local repository vers le numéro de version qui a été passé en paramètre à la commande. Et en plus, puisque j'ai donné l'option hard, ça va remettre tous les fichiers de mon workspace dans l'état dans lequel ils étaient dans la version que j'ai passée en paramètre à ma commande. D'accord ? Donc cela va me permettre de faire remettre mon workspace dans l'état dans lequel il était dans une précédente version. Et ça va vider l'index. Git reset-soft, ça ne va pas toucher au workspace, mais par contre, tous les fichiers qui étaient précédemment committés et qui ne le sont plus, vont être indexés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre head, elle est à un endroit donné, vous revenez dans une version précédente, toutes les modifications qui avaient été committées entre cette version précédente et la head, toutes ces modifications, elles vont être remises directement dans l'index. La dernière version, c'est git reset-mixed, et dans cette option-là, qui est l'option par défaut, ce qui veut dire que si vous ne mettez pas d'option, automatiquement git reset va considérer que c'est l'option mixte qui est utilisée, quand vous faites ça, le workspace n'est pas modifié, ça veut dire que les fichiers sur votre disque dur ne sont pas modifiés, mais l'index, lui, sera vidé. C'est-à-dire qu'on va revenir dans une version précédente, dans le local repository, mais tous les changements qui précédemment avaient été committés, et qui ne le sont plus puisqu'on est revenu dans une vieille version, tous ces changements ne sont pas remis dans l'index comme avec l'option soft. Ces changements, ils sont juste complètement perdus dans les versions. Alors, on va illustrer un petit peu comment ça fonctionne ces trois commandes, puisque je sais que ce sont des commandes un petit peu complexes à utiliser, et rassurez-vous, vous les utiliserez en TP pour voir leur fonctionnement. Donc, la commande git reset, comment elle va fonctionner?
Vous avez à gauche de la slide une illustration qui présente l'état courant de mon workspace. Donc on peut voir que j'ai deux fichiers C et H qui contiennent des modifications par rapport à la version head sur laquelle ils sont basés. Certaines de ces modifications qui sont en jaune dans le workspace et en rouge dans l'index sont des modifications qui donc ont été indexées au vu de la préparation d'une nouvelle version. Et on voit le local repository, on voit que ma version head actuelle, eh bien, elle est sur la version BFF 34, et on voit que dans mon historique de version, j'ai une ancienne version qui s'appelle 56D35. Juste en dessous, tout en bas de cette colonne, je vous ai présenté l'état des fichiers dans la version 56D35. Et donc on peut voir que dans cette vieille version, je n'avais qu'un seul fichier C, le fichier H n'existait pas. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la commande git reset une option 56D35. La première chose que je sais, c'est quand je fais git reset l'une des trois options 56D35, eh bien, le premier impact que cela va avoir, c'est que ça va ramener la head de mon local repository sur la version 56D35. Et donc tout de suite, je peux vous afficher un premier effet de cette commande, eh bien, c'est que la head de mon local repository n'est plus sur BFF34, elle va être sur 56D35. Ensuite, eh bien, je vais avoir la possibilité de passer les trois options, hard, soft et mixed. Et la question, c'est qu'est-ce que ça va faire? Alors là, je vous affiche à l'écran un premier état résultant de l'une des trois options, hard, soft ou mixed. Et la question que je vous pose, c'est laquelle des trois options j'ai utilisée. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et réfléchir quelques secondes à partir de la slide précédente à laquelle des trois options j'ai utilisé pour aboutir à cet état-là. La réponse à la question, dans ce cas-là, j'ai utilisé l'option soft. Alors, comment je peux savoir que j'ai utilisé l'option soft? Il y a deux choses que l'on peut voir très facilement. La première, c'est que le workspace, mon espace de travail, n'a pas été modifié. Les fichiers qui se trouvaient dans mon workspace avant d'exécuter la commande git reset et après avoir modifié la commande git reset, ces fichiers sont les mêmes. Cela veut dire que j'ai soit utilisé la commande soft, soit la commande mixte. Ce qui va me permettre de savoir que j'ai utilisé la commande soft, c'est le fait que mon index ne soit pas vide. Effectivement, si je regarde mon index, on voit que dans l'index se trouve le fichier H. Ce fichier H, il n'existait pas dans la version 56D35. Et donc, on a un fichier qui n'existait pas dans la version dans laquelle je viens de revenir via la commande reset, et ce fichier, donc, il avait été committé dans la version BFF34, et ce fichier, il est maintenant dans l'index. Cela veut dire que j'ai donc utilisé la commande git reset soft. Deuxième possibilité, voilà un autre état de mon espace de travail et de mon index que j'aurais pu obtenir avec une autre option de git reset. Je vous laisse encore une fois réfléchir à l'option qui a pu être utilisée. L'option qui a pu être utilisée est l'option hard. Effectivement, dans ce cas-là, on voit que le workspace est strictement revenu dans l'état dans lequel étaient les fichiers dans la version 56D35. J'ai effectivement supprimé toutes les modifications que j'avais faites à l'intérieur du fichier C, qui n'y sont plus, donc les parties rouges ne sont plus rouges, elles sont bleues, pour dire que le fichier correspond à son état dans la version head, mais en plus, le fichier H qui avait été créé dans la version BFF34 a été supprimé. Et donc là, le git reset hard me permet vraiment de ramener les fichiers de mon disque dur dans l'état dans lequel ils étaient, dans la version à laquelle que j'ai passé en paramètre de la commande git reset. La troisième et dernière option, vous vous en doutez, il s'agit de l'option mixte. Et dans cette option-là, je vais conserver l'état des fichiers sur mon disque dur. Ils ne vont pas être impactés, le disque dur ne va pas être impacté par la commande. Par contre, l'index, lui, va être vidé. Voilà donc une petite illustration, vous mettrez ça en pratique en tête. Pour terminer, j'ai défini trois espaces et pour l'instant, vous vous en êtes peut-être rendu compte, je n'ai parlé que de choses qui se passent localement sur mon ordinateur. Pour l'instant, aucune des commandes ne permettait de partager du travail. Pour partager le travail, c'est là que va rentrer en jeu le quatrième et dernier espace que l'on va utiliser en Git, c'est le Remote Repository.
Le remote repository, c'est le serveur sur lequel vous allez pouvoir uploader des nouvelles versions pour que d'autres utilisateurs puissent les récupérer, et c'est le serveur depuis lequel vous allez pouvoir télécharger des versions que d'autres utilisateurs auraient uploadées. Donc ce serveur, qu'est-ce qu'il stocke? Eh bien il va stocker également une copie complète de l'historique de votre projet. Et donc je vais le représenter ici via un arbre de version qui va contenir un historique complet du projet qui lui aura été envoyé. Ce serveur, comme j'ai déjà dit, son objectif est d'être accessible par plusieurs développeurs, et donc de faciliter le partage d'un projet. Ce serveur, il a également d'autres noms que Remote Repository. Dans les documentations Git, on va également le trouver sous le terme Upstream Repository. Alors, quelles sont les commandes qui vont me permettre d'interagir avec ce Remote Repository? La première, c'est la commande git remote add. Cette commande, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Eh bien, elle va permettre d'enregistrer l'adresse d'un serveur à l'intérieur de mon local repository. Un serveur, typiquement, ça va être une adresse web, qui va être soit une adresse HTTP, le site web sur lequel j'héberge mon projet, / le nom de mon projet, donc une adresse assez longue, soit une adresse SSH, le serveur sur lequel j'héberge mon projet, / le nom de mon projet. Donc un URL, une adresse web assez longue, qui représente l'adresse du serveur sur lequel je veux stocker mon projet. Si à chaque fois qu'on veut interagir avec le serveur, on est obligé de taper comme ça l'adresse complète de mon serveur, ça va être assez désagréable. Eh bien, la commande git remote add, elle va permettre d'enregistrer une adresse longue sous un alias, sous un nom, qui sera beaucoup plus court et beaucoup plus facile à manipuler. Donc là, par exemple, si j'écris git remote add origin, le nom du serveur, l'adresse du serveur, eh bien ça va me permettre d'enregistrer à l'intérieur du local repository, ça va me permettre d'enregistrer l'URL sous l'alias origin. Et donc, par la suite, quand je vais vouloir manipuler, interagir avec ce remote repository, eh bien je n'aurai plus qu'à taper origin, et automatiquement, mon local repository saura que je m'adresse au remote repository dont j'ai enregistré l'adresse. Une deuxième commande que l'on peut utiliser, c'est git push. Alors, git push, elle va prendre des options, et notamment, elle va prendre l'alias du remote repository que l'on veut utiliser, et le nom de la branche que l'on va vouloir pusher. La branche, on y reviendra plus tard. Comment ça va fonctionner? Donc je vais par exemple faire git push origin, la branche sur laquelle je travaille. On va y revenir après sur ce qu'est une branche. Et ça va me permettre de faire quoi? Eh bien, ça va me permettre d'envoyer la totalité de l'historique contenu dans mon local repository sur le serveur. Ça va me permettre de pusher l'historique des versions de mon local repository vers le remote repository. Cette option git push, elle peut prendre en paramètre des options, et notamment elle peut prendre en paramètre l'option "-u", donc on va pouvoir écrire git push-u origin, le nom de la branche sur laquelle je travaille, qui est master par défaut, donc git push-u origin master, et cela va me permettre de pousser l'ensemble de contenu de cette branche sur le remote repository, et cela va également enregistrer origin comme étant le serveur par défaut pour cette branche. Ce qui veut dire que par la suite, quand je voudrais à nouveau pousser du contenu de cette branche vers le serveur distant, je n'aurais plus qu'à faire git push le nom de ma branche, ou même juste git push, et automatiquement, grâce au "-u", il aura enregistré que c'est vers origin que je veux envoyer ces données. Ensuite, on va voir comment récupérer des données depuis le serveur. Pour récupérer des données depuis le serveur, on va utiliser la commande git pull. Cette commande git pull, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va permettre d'aller récupérer les derniers commits du remote repository pour les copier dans le local repository, et elle va mettre à jour automatiquement la head de mon local repository pour qu'elle aille sur le tout dernier commit qui vient d'être récupéré, et les fichiers de mon espace de travail, le workspace, va également être mis à jour pour correspondre aux fichiers tels qu'ils se trouvent dans cette nouvelle version head. Donc git pull, ça fait quoi? Ça récupère les dernières versions du remote repository pour les copier dans le local repository, ça met à jour la head du local repository pour qu'elle soit sur le dernier commit qui a été récupéré, le plus récent,
et ça met à jour les fichiers du workspace pour qu'ils correspondent à l'état des fichiers dans cette nouvelle head. Donc ça, c'est la commande git pull. Vous avez également la commande git fetch. La commande git fetch, elle permet de faire juste une sous-partie de ce que fait la commande git pull. Et ce qu'elle permet de faire, eh bien, elle va permettre de récupérer l'ensemble des versions du remote repository dans le local repository. Par contre, elle ne va pas mettre à jour ni la head du local repository, ni les fichiers du workspace. Cette commande git fetch, elle est pratique pour voir s'il y a des nouvelles versions qui ont été mises sur le serveur distance sans les récupérer. Par exemple, vous êtes en train de travailler sur votre workspace, vous avez fait des modifications, vous voulez vérifier si quelqu'un d'autre a déjà fait des choses qui ressemblent, et bien vous allez pouvoir faire un git fetch, ça ne va pas changer votre workspace, mais ça va vous permettre de voir quelles sont les nouvelles versions qui ont pu être créées par d'autres développeurs. La dernière commande intéressante, c'est git clone. Git clone, c'est une commande qui va permettre de rejoindre un projet existant. Donc ça, en général, c'est quand vous êtes un développeur qui est arrivé dans une entreprise, vous commencez à travailler sur un projet qui existe déjà et pour lequel il y a déjà un remote repository, un serveur, eh bien vous allez faire tout simplement git clone, l'adresse de ce serveur, et automatiquement, ça va faire plein de choses pour vous. Ça va faire l'équivalent d'un git init, c'est-à-dire que ça va créer un nouveau dossier sur votre machine avec un sous-dossier caché .git qui va permettre de créer un projet Git et de manipuler des fichiers avec du versionnage Git. Ça va utiliser l'adresse que vous avez passée, l'URL que vous avez passé en paramètre à la commande clone, ça va automatiquement lui associer l'alias origine. Ça va pooler les dernières versions, c'est-à-dire que ça va récupérer l'historique complet du remote repository dans votre local repository et mettre à jour tous les fichiers de votre workspace pour qu'ils correspondent à l'état des fichiers dans la head du local repository que vous venez de récupérer. Donc ça, c'est la commande clone, ça permet véritablement en une commande de rejoindre un projet existant. Alors, maintenant qu'on a vu ce serveur, on va voir comment est-ce qu'on peut interagir avec et comment on peut rencontrer des petits soucis avec les commandes push-pull. Donc comment est-ce que ça va se passer? Là, on a 3 développeurs qui travaillent sur un projet. On a Alice qui a créé 3 versions A, B et C qu'il a pushées sur le serveur. Si vous voyez l'historique des versions sur le serveur, vous voyez qu'il y a bien les 3 versions A, B et C créées par Alice. Bob, lui, a rejoint le projet et a récupéré les versions A et B créées par Alice, puis a créé sa propre version D. Clark a également récupéré les 2 versions créées par Alice, A et B, et lui, il est en train de travailler sur son workspace. Il n'a pas encore créé de nouvelle version, donc j'ai représenté ça par un petit cercle en pointillé rouge pour dire qu'il y a des modifications actuellement dans le workspace de Clark, du travail en cours, du work in progress, mais ce travail, il est uniquement sur le workspace, il ne l'a pas encore indexé, il ne l'a pas commité. Le problème que l'on va avoir avec cet état, c'est que Bob ne va pas pouvoir pusher ces modifications sur le serveur. Effectivement, quand vous regardez le travail de Bob, il a créé une nouvelle version qui a pour version parente la version B, et donc, s'il pushait son travail sur le serveur, eh bien, cela poserait problème puisque cela reviendrait à écraser la version C qui a été créée par Alice. Et donc, on remplacerait le contenu du serveur par l'historique qu'a Bob sur sa machine. Ce qui pose problème puisque ça veut dire qu'on perdrait la version C. Donc, à cause de ça, Bob ne va pas pouvoir pusher son travail sur le serveur puisque ça supprimerait la version C qui avait au préalable été poussée par Alice. Et donc, ce push est interdit. Pour Clark, les choses sont un petit peu différentes. On verra ça après. Le pool n'est pas forcément intéressant non plus. Clark va pouvoir faire un pool. Pourquoi il va pouvoir faire un pool? Eh bien, il va pouvoir faire un pool de ce qui se trouve sur le serveur parce que ces modifications sont uniquement sur son disque dur, dans son workspace. Donc si Clark fait un pool de ce qu'il trouve sur le serveur, eh bien, automatiquement, si les modifications qu'il a faites sur son workspace ne rentrent pas en conflit avec la nouvelle version C qui a été créée, eh bien, il va se passer ce qu'on appelle un fast forward. Donc, Clark va faire le pool et automatiquement, s'il n'y a pas de conflit entre ce qu'il a fait sur son work in progress et ce qui est fait par Alice dans la version C, eh bien automatiquement, son arbre de version va se mettre à jour et la version C va devenir sa nouvelle head et les modifications qu'il a fait sur son disque dur, au lieu d'être faites sur la version B, vont être faites sur la version C. Ça, c'est possible, je le rappelle, uniquement si les modifications qu'il avait faites sur son disque dur ne rentrent pas en conflit avec celles qui ont été faites par Alice dans la version C.
S'il y a des conflits entre ces modifications, donc si par exemple Alice avait modifié une ligne d'un fichier d'une certaine manière et que Clark avait modifié sur son disque dur cette même ligne du fichier d'une autre manière, il y aurait un conflit et dans ces cas-là, Clark ne pourrait pas faire de pool. Bob, lui, ne va pas non plus pouvoir faire de pool puisque eh bien, l'état de son repository local va diverger de celui du serveur. Et donc, on va voir comment on va pouvoir répondre à cette problématique. Une chose que pourrait faire Bob, c'est de faire ce qu'on appelle un pool et merge, et ça, je le présenterai dans le prochain chapitre. Voici une slide pour chez vous, pour vous aider dans les TP. Cette slide résume l'ensemble des 4 repositories que l'on a vus, des 4 espaces que l'on a vus dans les slides précédentes, et elle résume également l'ensemble des commandes que l'on va pouvoir utiliser. Les flèches qui vont de gauche à droite vont plutôt être des flèches constructives, des flèches qui vont vous aider à créer des nouvelles versions et à envoyer du travail vers le local repository ou vers le remote repository. Les flèches qui vont de gauche vers la droite sont plutôt des flèches qui vont vous permettre soit de récupérer des choses depuis le serveur vers votre ordinateur, soit qui vont être des flèches avec des effets plus négatifs qui vont permettre de supprimer des choses ou de revenir en arrière dans les versions. Cette aide-mémoire est là pour vous aider dans les TP. Donc voilà qui conclut le gros morceau de ce cours avec l'ensemble des espaces et des commandes Git de base que l'on peut utiliser pour créer des versions et les envoyer vers un serveur. Cette partie est clairement la partie la plus ardue et je l'ai vraiment présentée de manière à vous faire comprendre le mécanisme de fonctionnement interne de Git. Encore une fois, comme j'ai dit en introduction, si vous utilisez les tutoriels qui sont en ligne, vous allez pouvoir directement utiliser ces commandes, mais vous ne verrez pas comment ça fonctionne. Typiquement, vous ne verrez pas de manière aussi explicite l'existence de l'index, l'existence du local et du remote repository. Ces concepts de base, ces 4 espaces, si vous les comprenez et si vous comprenez leur fonctionnement, vous aurez une compréhension du fonctionnement de Git qui sera bien meilleure qu'une large majorité des utilisateurs de Git en entreprise. Une large majorité des utilisateurs de Git se contentent d'utiliser des commandes sans vraiment les comprendre, et quand ils arrivent dans un état problématique, eh bien, ils sont souvent obligés d'appeler un administrateur Git à l'aide pour les aider à résoudre le problème. Si vous comprenez l'ensemble des 4 espaces que je viens de vous présenter et la façon dont les commandes que je vous ai présentées interagissent avec ces espaces, eh bien vous aurez une excellente compréhension du fonctionnement de Git. Dans le prochain chapitre, et donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des fameuses branches Git que j'ai déjà évoquées un peu dans les slides précédentes.